Au nord de l'océan Indien, le Sri Lanka orne d'une perle les côtes de son immense voisin. 50 km séparent l'île du sous-continent indien et beaucoup pensent y trouver l'Inde en réduction. Trop simple. D'une taille comparable à celle de l'Irlande, l'ancienne Ceylan est au moins aussi verte. Entre le vert profond de la forêt humide et le vert subtil des parcelles cultivées, le végétal règne en maître, sauf dans les plaines côtières, souvent plus sèches. Les végétaux des régions tempérées prospèrent grâce à l'altitude au centre de l'île. Mais dès que l'altitude diminue, la flore tropicale reprend ses couleurs et ses saveurs. D'ailleurs, les épices ont fait la réputation d'une terre dont les fruits ont fait la fortune. La faune offre la même diversité d'espèces tout aussi dépendante de leur environnement. Le varando ne peut survivre si l'eau vient à manquer, et c'est pareil pour l'éléphant d'Asie. La nature, les légendes et l'histoire sont étroitement imbriquées au Sri Lanka. Les racines du pays plongent dans le bouddhisme, dont les cycles de vie influencent toute la culture depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. En provenance du nord de l'Inde, le bouddhisme accompagna les premiers envahisseurs de l'île. Beaucoup d'autres suivirent, les Portugais d'abord, ensuite les Hollandais au XVIIe siècle. Mais le contrôle total fut le privilège de l'Angleterre. La tutelle britannique, instaurée au début du XIXe, ne disparut qu'avec l'indépendance en 1948. Le Sri Lanka compte 20 millions d'âmes. La population, qui a presque triplé en 50 ans, connaît une densité parmi les plus élevées d'Asie. Une population jeune, le tiers n'a pas 15 ans. Grâce au système éducatif, le taux d'alphabétisation chez les jeunes filles est 5 fois supérieur à celui de l'Inde. Le singalais, parlé par les 3/4 des habitants, est aussi originaire de l'Inde. La langue scelle l'unité de l'ethnie majoritaire, une langue enrichie de nombreux apports extérieurs. La valorisation du patrimoine mobilise beaucoup d'énergie. Largement majoritaire dans le pays, le bouddhisme est également le commun dénominateur des Singalais. 15% de la population environ se réfère à l'hindouisme, alors que les communautés musulmanes et chrétiennes, moins anciennes, rassemblent chacune 8% des habitants. Mais la religion n'exclut pas le réalisme économique. La gestion des réserves d'eau et le problème de l'irrigation ont de tout temps préoccupé les populations de l'île. Grâce, peut-être, à la bienveillante protection de Bouddha, les résultats engrangés permettent à l'agriculture d'assurer 20% du produit national brut. La pêche est desservie par la multiplicité des producteurs. 60% du poisson sont fournis par de petites entreprises familiales. Comme le Sri Lanka ne possède pas de pétrole, il doit en importer et faire appel aux énergies renouvelables. 95% de l'électricité sont fournis par les moyens traditionnels, mais une petite moitié seulement des Sri Lankais en bénéficient. Le secteur textile est porteur, il génère à lui seul 32% des exportations. Dans un pays arrosé par la mousson, les bottes sont recommandées, même si le caoutchouc naturel n'entre plus guère dans la fabrication. La production du caoutchouc et les plantations en général ont été favorisées par les Anglais. De nombreux ateliers d'orfèvrerie s'appliquent à mettre en valeur l'une des plus somptueuses richesses nationales, les pierres précieuses. Les communications intérieures alignent tous les moyens de transport. Sur les routes, leur diversité impose de bien ouvrir l'œil. Le développement du Sri Lanka poursuit une courbe ascendante grâce aux nouvelles technologies. Le progrès a malheureusement été freiné dans son élan par le conflit qui oppose les Tamouls hindouistes aux Singalais bouddhistes depuis 1983. Le terrible tsunami survenu à la fin 2004 ravagea la côte orientale de l'île en laissant un champ de ruines et des populations désemparées devant l'ampleur des dégâts. Après la désolation, et avec l'aide de la communauté internationale, la reconstruction fut lancée. Le tourisme, vital pour l'économie, a souffert des hostilités et de la catastrophe naturelle.
mais les visiteurs restent attendus. Dans les années 1960, le grand écrivain français Malraux décrivit Colombo comme l'une des villes les plus calmes au monde. Mais depuis, la cité a bien changé. Autour du lac Béré, les immeubles s'efforcent de suivre le rythme de la croissance urbaine. Les tours jumelles du World Trade Center en donnent un double exemple. Les rickshaws sillonnent les artères d'une ville instituée capitale de Ceylan par les Anglais en 1815. La Maison Blanche, l'hôtel de ville, rappelle l'époque coloniale achevée dans l'Independence Hall. Au pouvoir à l'époque, le Premier ministre, c'est Nana Yake. Les dragons qui montent la garde se méfient des redoutables cobras tant qu'ils ne sont pas rentrés dans leur panier. Colombo doit ses origines à un port en activité depuis le 5e siècle de notre ère. Pour répondre à l'augmentation de la population, la ville s'est étendue le long de la mer sur une dizaine de kilomètres. L'activité commerciale liée au port a profité au bazar de Péta, un des plus anciens quartiers de la ville. Les noix de coco en grappe et les tissus en rouleau participent au ballet ininterrompu d'une métropole qui compte aujourd'hui 1,5 million d'habitants. Colombo n'est pas la capitale administrative, mais la capitale économique du pays. Un pays où l'inflation annuelle a souvent atteint des sommets, malmenant ainsi la roupie, la monnaie nationale. Aux couleurs du business répondent les murs de la mosquée Jami-ul-Alfar, construite en 1909. Au nord de Colombo, la région de Negombo est parcourue d'innombrables canaux d'irrigation. Depuis des siècles, les ingénieurs sri-lankais ont dessiné et creusé un impressionnant réseau hydraulique qui témoigne d'un savoir-faire encore admiré aujourd'hui. Au XIIe siècle, l'île entretenait déjà 1000 km de canaux pour irriguer les zones arides. Une faune d'une grande richesse a colonisé les berges des canaux dans les zones les moins peuplées. Le mouvement sinueux de sa queue trahit la présence du varando, qui préfère chercher la tranquillité loin des endroits un peu trop animés. Au détour d'un canal, on croise parfois d'étranges objets flottants. Des fûts pouvant glisser en convoi silencieux à la surface de l'eau. Une fumée? Bizarre. Explication, une distillerie clandestine. Oui, ici, en toute décontraction et en toute illégalité, on fabrique de l'arak, un alcool de noix de coco. Au large de Negombo, les bateaux de pêche tendent leurs voiles rectangulaires pour affronter les puissants courants marins. Entre une lagune et la mer, Negombo est peuplé de karavas, des pêcheurs d'origine indienne. Les pêcheurs constituent une des catégories sociales parmi les plus défavorisées au Sri Lanka. Ils travaillent avec des moyens rudimentaires. La concurrence est rude et le produit de leur travail suffit parfois tout juste à nourrir la famille. Impossible de mettre le poisson au frais, il faut le sécher pour le conserver. Le marché aux poissons de Negombo attire nombreux les chalands. C'est le plus important du pays. Les espèces de poissons sont différentes selon qu'elles proviennent de la lagune ou de la mer. Les karavas, tamouls au départ, ont été convertis au catholicisme au XVIIe siècle par les Portugais. Ce qui explique le grand nombre d'églises catholiques dans le paysage de la région. D'ailleurs, régulièrement, des drapelets colorés balisent les chemins de campagne pour annoncer les fêtes religieuses
qui sont aussi des fêtes tout court. Une fanfare, à l'allure très britannique, ouvre la procession. Les fidèles attendent la statue du saint patron portée en cortège. Régulièrement, la procession s'arrête, on s'agenouille et on se recueille. Malgré la présence de Hollandais protestants au XVIIe siècle, la religion catholique est tellement bien implantée ici que l'on surnomme Negombo la Petite Rome. Toujours emmenée par la fanfare, la procession relie plusieurs villages et les kilomètres s'accumulent. Mais ni le vent ni la fatigue n'enlèveront son enthousiasme au tambour-major. Le jour décline déjà quand la procession arrive à son terme. Les participants s'alignent pour passer l'un après l'autre sous le châssis de bois qui supporte la statue vénérée. C'est un signe de respect. Dédiée à Saint Sébastien, l'église accueille les fidèles pour la célébration liturgique. L'influence catholique portugaise se retrouve à travers les mantilles de dentelle portées par les femmes. À la nuit tombée, les lumières électriques illuminent les villages et multiplient leurs reflets jusqu'à la surface de l'océan. Au nord-est de Colombo, les cités les plus anciennes du pays sont réparties sur un vaste espace qu'il a été convenu d'appeler le triangle culturel. La route mène au cœur du passé, en franchissant les différentes époques. Anuradhapura est la plus ancienne des capitales de Ceylan, un site archéologique majeur. Sans l'intervention d'un Anglais au XIXe siècle, la cité aurait pu disparaître sous la jungle envahissante. La vie a subsisté au faîte des arbres sous la forme de chauves-souris géantes, les renards volants, qui partagent le territoire des branches avec l'antelle, l'un des singes les plus répandus au Sri Lanka. Très discret, surtout à l'heure de la sieste. Le Dagoba Tuparama est le plus ancien du pays. Sur le modèle du stupa indien, le Dagoba est conçu comme un reliquaire. Pour les bouddhistes, les éléphants ne font pas de la figuration, ils soutiennent la planète. Plusieurs reliques de Bouddha seraient conservées ici. Les bassins servaient à la purification des hauts dignitaires à l'entrée d'un des plus vastes Dagoba du pays, restauré avec des fonds internationaux. Les pèlerins viennent se recueillir ici de manière informelle. Chez les bouddhistes, la prière et la méditation font partie d'une démarche personnelle. Celle-ci peut s'accompagner de vœux
écrits sur des morceaux de tissu suspendus aux branches. Les offrandes prennent souvent la forme de bougies ou de fleurs de lotus auxquelles on ajoute des bâtonnets d'encens et des aliments divers. Quand les offrandes ont été déposées, un officiant marque le front des participants. Leurs péchés sont pardonnés. Le temple de Medirigiriya est un vatadage, une structure circulaire de piliers monolithes à laquelle on accède par un escalier de granit. À l'origine, les piliers du 8e siècle supportaient une toiture qui couvrait un dagoba. 4 Bouddhas assis regardent en direction des points cardinaux. Le triangle culturel couvre une des régions les plus vallonnées du Sri Lanka. Les rois qui choisirent de s'y installer le firent au prix de gigantesques travaux, notamment hydrauliques. Ainsi, au XIIe siècle, un monarque décida la création d'un immense lac artificiel à proximité de sa capitale, Polonnaruwa. Un siècle plus tard, la ville était ravagée par les Tamouls et, comme Anuradhapura, colonisée par la jungle. Les édifices religieux sont entourés de terrasses carrées qu'il faut franchir pour atteindre le lieu sacré. Faites de briques, les superstructures ont souvent subi les dégâts du temps. Les niveaux inférieurs ont en revanche mieux résisté. C'est le cas pour la salle du conseil. Les piliers, carrés et sculptés, supportaient la toiture. L'art de la sculpture prend ici toute son ampleur, avec la représentation de Bouddha au moment de sa mort, quand il atteint le nirvana, ou assis en pleine méditation. À une centaine de kilomètres de Polonnaruwa, d'énormes rochers granitiques soulèvent le sol de Mihintale. D'après la légende, c'est par la voie des airs qu'arriva l'envoyé de l'empereur indien Ashoka pour convertir l'île au bouddhisme. C'était au IIIe siècle, avant Jésus-Christ. L'endroit est un haut lieu du bouddhisme sri-lankais. Dans la même région, à Sigiriya, un rocher plus spectaculaire encore écrase la forêt d'une masse qui s'élève à près de 380 mètres. Au milieu de la végétation, de surprenants vestiges de jardins et de bassins. Ils ont été dessinés au 5e siècle et pourraient être les plus anciens d'Asie. Un escalier permet de gravir le colosse minéral. À mi-parcours, une cavité creusée dans la roche dissimule un trésor. On a découvert ici, au XIXe siècle seulement, de splendides fresques restées presque intactes depuis 1500 ans. Une vingtaine d'élégantes jeunes femmes, uniques dans leur genre au Sri Lanka. Les archéologues divergent quant à l'identité des demoiselles. Plus haut, l'escalier se faufile entre d'énormes pattes taillées dans la pierre. Des pattes de lion, car par sa forme, le rocher a toujours évoqué la silhouette du félin. Au sommet, un palais somptueux couronnait l'ensemble. À la mort du roi Kassiyapa, le palais accueillit des ermites pendant quelques siècles.
Puis, il disparut longtemps des mémoires, comme volatilisé dans l'histoire. La noix de coco est très répandue sur l'île, avec des usages multiples. La pulpe desséchée fournit par exemple l'huile de copra. Pour le travail dans les rizières gorgées d'eau, le buffle propose des services inestimables. En 40 ans, la superficie des terres cultivées a presque doublé. Pourtant, beaucoup de tâches agricoles sont encore manuelles ou réalisées avec des moyens rudimentaires. Dans les campagnes, se dresse parfois la cheminée d'un crématorium. Les bouddhistes, comme les hindouistes, incinèrent leurs morts. Le blanc est couleur du deuil pour toutes les religions au Sri Lanka, mais pas pour les écoliers. À une vingtaine de kilomètres de Sigiriya, une imposante statue de Bouddha domine l'un des temples troglodytiques de Dambulla. Les dorures datent du XIIe siècle et ont valu à l'endroit le surnom de rocher doré. Un rocher fréquenté par le macaque Atok, très fier de sa coiffure. Épaules et genoux couverts, mais les pieds nus, les pèlerins visitent 5 grottes aménagées en temple où ils apportent leurs offrandes. À l'intérieur se mélangent rites bouddhistes et hindouistes. On noue des fils blancs pour marquer le pardon des fautes. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les grottes ont hébergé un roi chassé par les Tamouls. Quand il retrouva son trône, il fit décorer les lieux de son exil. Les Bouddhas sont représentés dans 3 attitudes classiques. Debout, les pieds joints, assis en méditation, ou couchés au moment de la grande totale extinction. Le choix du site de Dambulla ne doit rien au hasard. Il se trouve précisément au centre géographique du Sri Lanka. Les épices, bien présents dans la région de Dambulla, ces petits végétaux ont largement contribué à la notoriété de l'île. Le poivre vert séché au soleil devient noir. Il a longtemps été une monnaie d'échange. Mais d'autres plantes se sont illustrées. La vanille est une liane qui a besoin d'un support pour croître. Le poivrier sri-lankais aussi est une liane. Du cannelier, on retient l'écorce. Et l'aubergine ressemble à un œuf. Les étamines des fleurs du safran sont hors de prix et le piment vert met le feu aux palais occidentaux. La végétation foisonnante et l'existence de plantes aux vertus curatives ont favorisé l'Ayurveda, une médecine naturelle traditionnelle. La thérapie ayurvédique utilise différents éléments des plantes médicinales et revêt plusieurs formes. En bain chaud ou froid, en infusion, en inhalation, en massage ou en application locale d'huiles essentielles. On applique par exemple de l'huile chaude sur le front. On pense que sur le front se trouve le 3e œil. C'est un endroit très sensible parce que beaucoup de nerfs y aboutissent. Et stimuler les nerfs, c'est aussi stimuler le cerveau. Le traitement se complète d'un bain de vapeur dans un coffre en bois. Les Vederalas, les praticiens qui suivent les méthodes et les remèdes de l'Ayurveda, sont 3 fois plus nombreux au Sri Lanka que les médecins diplômés.
Il n'y a pas si longtemps, les pneus des automobiles étaient fabriqués en caoutchouc à partir de la résine d'un arbre brésilien, l'Hevea. Il fut introduit en Asie par les Anglais. L'arbre produit un latex lorsqu'on incise l'écorce. Et il en produit suffisamment pour que le Sri Lanka occupe le rang de 4e producteur mondial. Le latex subit l'addition d'acide, puis est laminé pour former de longues bandes. La superficie couverte par la forêt a été divisée par 3 au Sri Lanka au cours du XXe siècle. Mais les essences restent extrêmement variées. Ça bois d'ébène noir. Ça ébène royal, 2 couleurs, bois de rose. Bois de teck, ça cocotier, bois de coco. Ça léger, balsa. Les couleurs naturelles et les caractéristiques du bois ont donné aux artisans locaux les moyens d'exprimer leur sensibilité. La mythologie leur fournit une inépuisable source d'inspiration. Dans les campagnes, principalement, les femmes portent le sari, une large étoffe savamment pliée. Le système des castes existe au Sri Lanka, mais il est beaucoup moins rigoureux qu'en Inde. Les castes sri-lankaises s'établissent sur des critères professionnels. Les métiers pénibles sont généralement réservés aux castes inférieures. Autre différence avec l'Inde, sur le damier social, la caste la plus noble, celle des propriétaires terriens, est aussi la plus nombreuse. Dans les champs, les buffles sont flanqués de hérons garde-bœufs qui les débarrassent des larves parasites installées sur la peau et picorent le sol. La culture du riz implique de nombreuses et fastidieuses opérations compte tenu du manque de moyens. Alors, après la récolte, le système D. Les véhicules de passage écrasent les graminées répandues sur la route. Il ne reste plus alors qu'à ramasser les grains ainsi libérés et les débarrasser des débris végétaux. La riziculture occupe près de 40% des terres arables. Le rendement des autres cultures céréalières est faible et ne permet pas d'assurer l'autosuffisance alimentaire de l'île. L'habitat dans les campagnes est souvent précaire. La chambre est parfois perchée sur un arbre pour ne pas se trouver sur le passage d'animaux sauvages. Pour les animaux domestiques comme pour les hommes, les réserves d'eau douce sont simplement vitales. Les rivières ne manquent pas, mais leur débit est capricieux. La Mahaveli Ganga, le plus long cours d'eau du Sri Lanka, prend dans ce contexte toute son importance. On comprend que la ville de Kandy ait choisi de s'installer dans une de ces boucles autour d'une retenue d'eau créée au début du XIXe siècle. Le lac artificiel fait les délices des résidents qui adorent lézarder sur leur perchoir. La capitale du dernier royaume singalais se flatte de posséder une dent de Bouddha. La précieuse relique, récupérée dans le bûcher du maître, se trouve ici depuis la fin du XVIe siècle. Elle est sévèrement gardée derrière une porte d'argent ciselée et des défenses d'éléphants. La ferveur est grande au temple de la dent. 3 fois par jour, le public peut apercevoir le reliquaire dans la salle de l'image. L'arbre de la Bodhi jouxte le temple.
Le ficus rappelle celui sous lequel Bouddha a reçu l'illumination. L'enclos sacré brille jour et nuit des lueurs des bougies allumées par les pèlerins. Sur la vaste esplanade, un jeune éléphant se laisse approcher. Passer dessous porte bonheur, selon une croyance ancienne. Il faut traverser la Mahaveli Ganga avant de rejoindre un espace aménagé au XIVe siècle. Les jardins botaniques de Peradeniya ont été dessinés pour le plaisir du roi. La flore tropicale y a pris ses quartiers. Le coco de mer et des fleurs aux couleurs éclatantes rivalisent avec l'aquatique fleur de lotus. À 2 pas du jardin botanique et dans le même environnement végétal, l'université de Kandy a été fondée en 1942. L'établissement est laïque, il permet aux jeunes gens de toute confession d'accéder à l'enseignement supérieur. Les disciplines universitaires couvrent l'ensemble du patrimoine culturel sri-lankais. Kandy est d'ailleurs connu pour être un lieu privilégié pour la danse traditionnelle. Les percussionnistes battent le rythme sur le guettabera, un tambour à double face. L'une est tendue de peau de singe, l'autre de peau de bœuf pour produire des sons contrastés. Le diable affronte le coq dans un duel de masques. Dans certaines danses, les masques démoniaques désignent des maladies. On en guérit en éliminant le démon. À l'ouest de Kandy, le long de la rivière Mahaoya, le gouvernement a créé un orphelinat d'un type particulier. Ces pensionnaires, de jeunes éléphants. Le programme de la journée commence par la toilette, suivi d'une petite séance d'assouplissement des oreilles. En cadence, et tous ensemble. Extension de la trompe et assouplissement des jambes. Mais attention, les rochers humides, ça glisse. Allez, tout le monde à la piscine, même les tout petits. Le cours de gym et la piscine, ça crée des liens. Mais après la détente, c'est l'heure d'aller à l'école. Direction le village. On marche posément et on est prudent pour traverser la route. Accompagnés de leur maout, le cornac, les jeunes éléphants apprennent leur métier. Le plus âgé montre la technique, il faut poser le tronc délicatement. Délicatement. Le bois tendre est bien tentant. On ne résiste pas à s'offrir un petit encas. Ça suffit pour aujourd'hui. Allez, encore quelques petites feuilles comme dessert. Et on passe au biberon. À l'orphelinat, c'est souvent autour d'un bon biberon que les amitiés se nouent. Au Sri Lanka, la totalité des éléphants femelles et de nombreux mâles sont dépourvus de défense. Leur aptitude au travail en dépend.
Les éléphants vivent jusqu'à 80-85 ans. Vers 50 ans, ils devraient prendre leur retraite, car quand ils sont vieux, ils ne sont plus très bons pour le travail. Ils perdent leurs dents et on ne peut plus les utiliser pour travailler. L'éléphant fait partie intégrante de la culture sri-lankaise. Parfois, sur la route, on rencontre un éléphant sauvage, toujours à la recherche d'un bon repas. Peu importe la pollution, l'éléphant ne résiste jamais à l'herbe tendre. C'est un gros gourmand, complètement indifférent au trafic. Importé par les Anglais, le cricket passionne les Sri Lankais. Le jeu qui a inspiré le baseball américain se pratique partout. Les points culminants du Sri Lanka sont regroupés dans la moitié sud de l'île. Ils élèvent l'altitude maximale au-delà de 2500 mètres et portent sur leurs flancs les entailles de l'érosion. L'orientation des vallées, le régime des vents et le précieux concours de la mousson ont transformé cette région en véritable château d'eau. L'altitude combinée à l'humidité ont favorisé la culture du thé dans les environs de Nuwara Eliya. Le théier provient des montagnes du sud-est asiatique. Il a été introduit sur l'île par les Anglais après la disparition des plantations de café. Le Sri Lanka est le 3e producteur mondial après la Chine et l'Inde. La récolte est réalisée par des femmes tamoules qui cueillent les jeunes bourgeons et les feuilles nouvelles. Elles doivent en récolter 20 kg par jour, au minimum. Le thé est une boisson, mais certains amateurs préfèrent le consommer en feuilles. Une fois cueillies, les feuilles de thé perdent vite leurs propriétés. Il faut donc les traiter dans les 20 heures qui suivent la récolte. Elles sont séchées et déshydratées, perdant ainsi la moitié de leur poids. Ensuite, elles sont roulées, puis fermentées, torréfiées et passées au crible pour être réparties en différentes qualités. Plus l'altitude est élevée, meilleur est le thé cultivé. À près de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, Nuwara Eliya doit sa notoriété à l'altitude. En effet, l'air frais surprend sous les tropiques au moins autant que l'architecture coloniale britannique, patchwork de cases créoles caraïbes et de manoirs anglo-normands. La bonne terre et le climat tempéré favorisent des productions bien exotiques pour le Sri Lanka. Les étals ressemblent davantage à ceux des marchés occidentaux qu'à ceux de Colombo. À part quelques touches locales comme le bétel, une feuille que l'on mastique comme stimulant. Les parcelles exploitées sont peu nombreuses dans les hautes terres. D'abord parce que l'accès n'y est pas aisé, ensuite parce que le climat complique la tâche, et enfin parce que la pente contrarie la végétation. Pourtant, les pentes que dévalent les chutes Ravanaela ont été aménagées en terrasses couvertes de rizières. 2 récoltes sont ici possibles au prix d'un épuisant travail de repiquage des jeunes plants, les pieds dans l'eau.
Chez le potier, l'énergie motrice est encore manuelle, peut-être au détriment du rendement, certainement pas de la qualité. Le chemin est encore long avant que les campagnes ne disposent d'outils performants. La technique du potier paraît sommaire, mais le résultat est là. Avec 2 enfants par femme, 1 de moins qu'en Inde, la maîtrise démographique semble à la portée du pays. Un atout considérable pour une île où les rendements agricoles ne sont pas vraiment extensibles. Enrichi à la pulpe de noix de coco, le plat de riz peut suffire à toute la famille. L'autosuffisance alimentaire est possible. Elle passe par une meilleure sélection des espèces cultivées et une modernisation des outils. Plus au sud, la réserve d'Uda-Valavé est en grande partie recouverte par les hautes herbes. Les éléphants, par centaines, y trouvent de quoi satisfaire leur insatiable appétit. La réserve est mondialement réputée pour ses nombreuses variétés d'oiseaux. Les rois sri-lankais ont toujours marqué leur attachement à la défense de l'environnement. Il y a plus de 2000 ans, la famille royale avait créé des sanctuaires de vie sauvage surveillés par des fonctionnaires spécialisés. Quelquefois, des disputes éclatent entre certains pensionnaires. Heureusement, les gardiens sont vigilants et leurs interventions rapides. Entre le martin pêcheur qui capture ses proies en vol et les échassiers qui le font en marchant, le lac artificiel de la réserve d'Uda-Valavé attire de nombreux amateurs de poissons. À l'est de Uda-Valavé, en bordure de l'océan, le parc national de Yala est un des plus accessibles du pays. Il présente l'intérêt de marier les espèces terrestres et semi-aquatiques dans un biotope où elles cohabitent en parfaite entente. D'ailleurs, elles se rendent service mutuellement. Et même le varando préfère la vie à 2. Quant aux échassiers pêcheurs, ils préfèrent le travail en groupe. Certaines espèces rehaussent les couleurs du parc, comme le paon. Les animaux sauvages sont extrêmement sensibles à leur environnement. Ils perçoivent des phénomènes qui échappent complètement à l'homme. Ils avaient senti venir le tsunami. Aku et Soufali, naturalistes. Il y a eu les signes des oiseaux, qui lançaient des cris inhabituels et qui volaient en cercle. On a vu des éléphants monter sur des rochers quand l'eau est arrivée. Cet endroit était plein d'eau. On a vu beaucoup d'animaux regarder vers l'océan et puis courir vers l'intérieur des terres, et je pense qu'aucun animal n'a été touché par ce désastre. La nature donne un signal d'alarme lorsque l'équilibre entre les éléments est rompu. Faute de l'écouter, il arrive que l'on paye le prix fort. Le sable reproduit subtilement les nuances du crépuscule près de Hambantota, une localité de la côte sud. Les oxydes de métaux contenus dans la roche désagrégée par les vagues teintent la plage d'un rose improbable. Perchés au-dessus des vagues, les pêcheurs de Ahangama lancent leurs lignes quand le courant rabat les poissons vers la côte. Ils passent des heures sur leur bien précaire poste de travail qui se transmet de père en fils.
Autre technique de pêche, la seine. Un long filet conique hissé sur la plage par les hommes du village. La seine peut contenir jusqu'à 2 tonnes de poissons, les jours fastes. Derrière les digues, élevées avec la houe comme seul outil, on laisse stagner l'eau de mer. Une fois l'eau évaporée, il reste le sel, exploité dans la région depuis des siècles. Le Sri Lanka déroule 1500 km de côte, le plus souvent bordé de plages hospitalières. Mais toutes les plages ne sont pas aussi accueillantes en raison des courants violents ou des récifs. En tenant compte des précautions que l'océan exige, le potentiel touristique du littoral sri-lankais saute aux yeux. Dans la ville de Galle, au sud-ouest, le fort fut érigé par les Hollandais pour consolider une position stratégique sur la route maritime de la soie. Une place arrachée de haute lutte aux Portugais. En remontant la côte occidentale, on suit le mouvement des premières vagues d'immigrants musulmans débarqués dès le 8e siècle de notre ère. Le temps a permis leur intégration à côté des bouddhistes. Les bonzes viennent de très loin et se mobilisent en nombre pour rejoindre Colombo le jour de la pleine lune de février. Ils se regroupent au temple de Gangaramaya pour invoquer Bouddha à l'occasion de la Navam Perahera, une fête, et aussi un cortège. À côté de Bouddha, certaines divinités hindoues ont trouvé leur place. C'est un signe du profond brassage religieux propre au Sri Lanka. Devant le temple, on déroule un long tissu pour éviter le contact avec la poussière impure. Les reliques de Bouddha sortent du temple à l'abri de précieux dagobas miniatures. Un garçonnet revêtu d'un riche costume représente le pouvoir temporel. Il défile juste derrière l'autorité spirituelle. En grande pompe, le cortège de la Navam Perahera rejoint le lac Béré et son centre de méditation. Quand la nuit est tombée, la Perahera poursuit son itinéraire balisé de 1000 feux. Le cortège a ses vedettes, les éléphants. Somptueusement caparaçonnés, ils savent qu'ils sont le clou du spectacle. Et pour éviter les caprices de stars, il y a aussi les éléphants de substitution. En professionnels de la parade, les pachydermes gardent un total sang-froid lorsque, sous leurs yeux, les démons entrent en scène. Les bras chargés de reliques, les dignitaires précèdent un Bouddha qui traverse la nuit en scintillant de feux artificiels.
Des influences culturelles, anciennes et multiples, se fondent dans la Navam Perahera. Et les lumières électriques ne remplaceront pas de sitôt les jongleurs de feu dans une tradition qui se perpétue depuis des siècles. Le Sri Lanka réussit en effet la prouesse d'avancer en intégrant toutes ses composantes. Il les enfile en collier avec des larmes de feu, des larmes de perles.